Bonjour et bienvenue dans la Pause décoloniale, l'émission podcast des femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie qui formulent, reformulent la décolonisation, parlent de leur lutte et conversent avec des femmes d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Aujourd'hui, pour sa deuxième édition de la saison 3, l'équipe de la Pause décoloniale vous propose une interview de Noéla Pouemat, autrice kanak originaire de la tribu de Bako. Noéla Pouemat est professeure de français au collège de Tieta à Vaud. Elle est également la présidente de l'association Pueblo-Avitila qui gère le centre culturel Pomemi. Parmi ses œuvres littéraires, on compte La fille de la ville, Je suis un enfant de la rivière, Olé Oleti, une œuvre collective coécrite avec monsieur Léopold de Nashipan. Elle a également écrit Tabou, une nouvelle qui n'a pas été publiée mais à laquelle fait référence Alan Nog dans son dernier documentaire La littérature est un voyage. Enfin, elle prépare actuellement un roman autobiographique et on a hâte qu'il sorte du four. Cette interview est diffusée en 2 parties. Dans la première partie de ce jour, Noéla Pouemat nous parle de son métissage, de son identité, de son enfance à la tribu de Bako, de son écriture, ses inspirations, les thèmes qu'elle aborde dans ses œuvres en rapport avec son expérience, son environnement et les mots qui touchent notre société. Découvrez une femme kanak de Koné dont le portrait transpire l'engagement pour son pays. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Noéla Pouemat, merci d'avoir accepté l'invitation de la Pause décoloniale. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Roselyne, merci pour l'invitation. Première question, c'est quoi pour une enfant métisse de grandir à la tribu? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à un ou une enfant kanak pure, on va dire? Je vous parle de ça parce que ici, le métissage fait beaucoup débat dans le sens où des métis se sont perdus dans une société clivée où le blanc, on va dire ça grossièrement, où le blanc et le noir sont en conflit. À l'époque, je parle de l'époque, je parle de ma vie à la tribu avec ma grand-mère. J'ai pas vu le fait d'être métisse comme un handicap ou comme une recherche identitaire. Peut-être parce que ma grand-mère n'a jamais fait de différence entre un enfant de la tribu et puis nous. On a eu de bonnes paroles, on a été nourris, on a grandi à la tribu, on a appris à respecter les règles qu'il y avait et qu'il y a toujours à la tribu. Et puis pourquoi je ne vois pas ça comme un handicap personnellement, c'est parce qu'un jour j'ai pris position. Donc j'ai dit à mon père comme vous l'avez dit tout à l'heure qui est sicilien. J'ai dit à mon père que malgré le fait que je sois métisse, j'allais vivre comme une kanak. Donc mon père était quand même pas attristé, mais je lui ai dit parce que il faut être clair avec soi-même, hein. Il faut prendre parfois des décisions. Moi, mon père, je l'aime beaucoup. Je suis allée en Italie avec lui, je suis partie en Sicile avec lui, j'ai découvert toute sa famille. Mais n'empêche que à un moment donné, je lui ai dit comment j'allais vivre. Et puis c'était de vivre à la tribu avec mes grands-parents, en respectant les règles de la tribu et puis en faisant le travail qu'on avait à faire chez nous, quoi. Voilà pour le problème d'identité. Maintenant, c'est vrai que je vois beaucoup sur les réseaux et puis quand on écoute un peu ce qui se passe autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants on a l'impression, pardon l'expression que je vais employer, mais le cul entre 2 chaises, parce qu'en fait, ils savent pas. Parce que c'est sûr que quand on vit à la tribu et qu'on part sur Nouméa, et qu'on nous dit à Nouméa, en fait, t'es un petit kanak, tu viens de la tribu, ou bien quand tu pars de Nouméa et que tu arrives de la tribu, on te traite de petit blanc, malgré le fait que tu es peut-être, que tu sois un peu plus bronzé. C'est là où ça va pas. En fait, c'est dans les discours qu'on nous renvoie, quoi. C'est pas, et ce sont des discours, en fait, qui font mal quand les enfants, je pense, ne sont pas préparés et quand, ils n'ont pas eu les paroles qu'il fallait peut-être à la maison pour dire qui on est, quelle est notre place et puis comment on devait se comporter. Après, les gens, ils peuvent
Ici, en Calédonie, les gens, ils peuvent parler, mais la plupart, ils sont tous métis, hein. Voilà, nous, nos grands-parents, moi, ma grand-mère, mon grand-père avec qui j'ai grandi, et puis comme encore beaucoup de tontons ou de grands-pères qu'on a, il y en a, ce sont des Kanaks purs. Ils sont pas issus d'un métissage. Mais la plupart de nos enfants maintenant, de nos familles, sont composés de métis. Est-ce que on a le droit de toujours avoir ce discours-là? Quand on part de chez nous, de nos tribus pour arriver sur nos mers, est-ce qu'on a le droit encore de dire? Puis après, il faut dire ce qu'il y a. Il y en a plein qui sont racistes, hein, qui se servent, qui se servent de ce qui pourrait être la beauté d'un enfant et sa force. Ben on a l'impression qu'ils font. Et le complexe. Qui font en sorte que ce soit un défaut. Mais non, l'enfant, il est comme il est. Déjà, lui, il a pas demandé à ne pas être kanak ou ou avoir un papa blanc ou un papa javanais ou peu importe. Donc je sais pas, ce sont les discours. Je pense que c'est la mentalité de certaines personnes qu'il faudrait changer. Voilà, il faut arrêter de toujours dire à nos enfants que t'es un petit blanc, t'es un petit noir, t'es un petit. On est en Calédonie, le métissage il est là, il faut faire avec. Après il faut avoir les épaules et la tête solide quand même. Oui. Parce que quand on subit tout le temps des attaques, même si ce sont des attaques verbales, comme on a l'habitude de dire, les mots, ils restent. Donc après, comment est-ce qu'on peut transformer ces mots en une force? La préparation à la maison. Voilà. Faut être bien entouré et puis après, faut savoir ce qu'on veut, je pense. Voilà, je pense que c'est un tout. On grandit comme ça. Il faut que les personnes c'est un conseil. Après, moi, je suis pas là pour juger les gens ou j'observe seulement. Mais il faut vraiment prendre la force à la maison pour pouvoir avancer après. Oui. Donc la maison, c'est important, quoi. Les paroles, comment on est nourri avec les paroles. Vous êtes aussi une auteure, hein. On connaît, moi, j'ai lu certaines de vos œuvres, notamment La fille de la ville, qui m'a beaucoup marquée. Pour vous, écrire, ça représente quoi? Vous parlez de qui et de quoi dans vos histoires et est-ce que c'est la tribu qui vous inspire? Alors, pour répondre un peu à tout ça, au début, écrire, comme j'avais l'habitude de le dire, comme j'écris depuis que je suis enfant en fait. Donc écrire, c'était un jeu. Ça m'amusait. On n'avait pas la télé, on n'avait que 2 chaînes à l'époque, hein. En plus en noir et blanc. Donc maintenant, je crois que les enfants d'aujourd'hui ils connaissent pas trop ce que c'est d'aller appuyer sur un bouton en se déplaçant pour pouvoir regarder la télé. Donc moi, un de mes passe-temps, c'était écrire. J'ai gagné mes premiers concours quand j'étais au collège. Donc là, j'ai vu que c'était quand même bien parce que on reconnaissait un peu le travail d'écrit. Après, par la suite, c'est vrai que je me suis inspirée de la tribu pour planter mes décors. Je vais pas parler de New York alors que j'ai grandi à Baco, hein. J'aurais aimé peut-être connaître un peu plus New York. Mais voilà. Donc oui, je parle effectivement de la tribu au niveau des décors. Au niveau des personnages, je m'inspire beaucoup aussi de personnes que je connais. Des personnes de mon entourage, au niveau des caractères, au niveau des personnalités de chacun. En fait, c'est donner vie à des personnages fictifs, mais en se servant de la réalité pour que je puisse aussi rentrer dans mon histoire. Parce que on peut pas écrire une histoire si on connaît pas un peu ces personnages. Et donc, pour connaître ces personnages, on s'inspire un peu de ce qu'il y a autour de nous. Puis après, bien sûr, on parle des chants, je parle de certains endroits à la tribu, mais c'est pour poser mon décor. On parle de ce qu'on connaît, sinon on parle pas. Donc, vraiment, écrire, c'était quelque chose depuis petite, hein? Oui, Il y avait pas une motivation haute, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui vous passionnait déjà dès la tendre enfance. Vous savez, il y a le frère de ma grand-mère, de notre grand-mère, voilà, qui disait que chacun d'entre nous a un don. Donc après, je pense que l'écriture, c'est peut-être un don que j'ai reçu. Quand on a un don, après, il faut l'exploiter. Donc, au début, quand j'écrivais, c'est vrai, comme je disais, c'était un loisir, c'était pour faire passer le temps. Et puis, après, par la suite, j'ai vu que il faut faire attention quand même. Tu peux écrire, tu peux dire les choses, mais tu peux aussi parler de tout.
mais il faut faire attention aux mots que tu vas poser puisque les mots vont rester. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, une parole, ça reste. Nous, on dit toujours qu'on est le peuple de l'oralité. Donc, quand on lance des paroles, ça reste. Mais peu importe que ce soit chez les Kanaks ou dans une autre ethnie. Quand on dit une parole à une personne ou à un enfant, la parole, elle reste. Mais là, avec l'écriture où ça devient, on va dire, entre guillemets, dangereux, c'est que la parole, elle reste, mais sur le papier. Et si le papier, il vient à être publié, à être lu, ça veut dire que la parole, elle va se propager, elle va rester. Donc, faut tempérer quand même dans certains écrits. Je sais pas si je parle de tout dans les livres, dans les nouvelles que j'ai écrites, parce que j'écris des nouvelles. Mais en tout cas, voilà, des fois, il faut écrire, mais sans vexer. Il faut pas vexer les gens. Surtout chez nous, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai encore, même si mes grands-parents ne sont plus là, mes parents ne sont plus là, mais j'ai encore le frère de ma mère qui est là, j'ai encore sa petite sœur. Donc, j'essaye quand même quand j'écris, et notamment si je m'inspire de choses qui se sont passées, je fais quand même attention à ne pas les exposer trop, parce qu'en fait, je donne pas de prénom à mes personnages. Mais voilà, j'essaie quand même de faire attention. Et quand vous écrivez un livre, avant de le publier, vous les avertissez? Il y a des livres où je ne les ai pas avertis parce que il y avait des thématiques qui me semblaient, voilà, je pouvais écrire dessus. Par contre, il y a d'autres nouvelles que j'ai écrites. Effectivement, j'ai pas directement à mon oncle, mais j'en ai parlé avec ma tante. Puis je lui ai demandé, est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que je peux dire ça? Elle m'a dit oui, mais attention, ça tu vas enlever, ça tu vas enlever. Donc elle a fait le tri un peu. Et puis, quand ça devient trop personnel, quand je sais que les gens de ma famille peuvent se reconnaître, je demande aussi la permission. Donc c'est arrivé déjà où j'ai dû supprimer toute une partie d'une histoire parce que un membre de ma famille ne voulait pas que je parle de ce qui était arrivé. Donc j'ai dit je vais enlever. Quitte à dénaturer un peu l'histoire, après ce sont les éditeurs qui prennent pas, mais voilà. Je préfère quand vraiment ça implique, je leur demande quand même la permission. Dans vos écrits, vous dénoncez beaucoup les maux actuels de la société kanak à travers vos personnages à qui vous ne donnez pas de nom. Vous pointez du doigt des faits, des mots, des situations qui sont banalisées. On en discutait hors antenne, on parlait de la grossièreté par exemple. En tout cas, c'est le constat que vous faites. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre démarche, justement? Vous avez parlé tout à l'heure de La fille de la ville. Lorsque j'ai commencé à écrire cette nouvelle, c'est parce qu'au collège où je travaille, puis même autour de moi, j'entendais beaucoup le mot bâtard qui sortait. Donc je me suis dit, je vais écrire sur ce mot-là pour que les enfants. Donc ma première pensée, c'était pour les enfants, c'était pas pour écrire pour les personnes extérieures. Donc c'était pour montrer aux enfants que le mot bâtard, normalement, il n'a pas sa place. Parce que même quand on a un enfant comme ça, on vit à la tribu, on a toujours un tonton, un cousin, un papa qui va jouer le rôle peut-être du papa qui est absent. Donc c'est ce mot-là qui me posait problème, parce que c'est vrai, les enfants, ils ont tendance à parler, à dire des choses, et puis les adultes autour en rigolent. Mais non, mais on parle d'éducation. Est-ce qu'il faut banaliser la grossièreté? Donc ça veut dire que si on banalise la grossièreté, de là, qu'est-ce qui va arriver derrière? C'est la violence verbale, puisque on autorise un enfant, on rigole de sa première bêtise. Donc la violence verbale, elle va suivre. De la violence verbale, peut-être que c'est la violence tout court qui va arriver. La violence physique. Voilà, la violence physique. Donc, comment est-ce qu'en tant qu'adulte, on peut laisser des enfants parler comme ça et puis rigoler de leurs bêtises? Donc moi, c'est quelque chose que je ne conçois pas, que je ne cautionne pas. Donc d'où l'écrit La fille de la ville. Mais c'est sûr qu'après l'histoire, elle a dérivé sur une histoire de viol. Donc voilà, c'était pas l'intention première de ma nouvelle. L'intention première, c'était ça. Mais c'est vrai que il y a un exemple par rapport à ce mot-là, le mot que j'ai employé tout à l'heure. J'étais au parc de Sainte-Marie.
J'étais avec ma fille, elle était en train de s'amuser à une balançoire, et puis un garçon, peut-être qu'il avait 6 ou 7 ans, là, qui insultait tout le monde de ce mot-là. Donc, tous les petits qui étaient en train de jouer avec lui, il y avait des parents qui étaient en train de jouer à la pétanque, il y avait des mamans qui étaient sur le côté, et puis je vois que personne ne réagit. Et moi, j'ai ma fille qui se balance puis qui écoute ce mot-là. J'ai dit, mais si elle écoute. Elle va l'intégrer. Voilà, elle va l'intégrer dans son vocabulaire, et puis pour elle, ça va être normal vu que, en fait, j'étais la seule à réagir et je l'ai engueulé dans le parc. Que ce soit mon enfant ou pas mon enfant, je l'ai engueulé. Et après, il s'est sauvé, le petit garçon, là, et il y a une petite fille qui est venue et puis qui m'a dit, madame, vous êtes la première personne qui le crée par rapport à tous les gros mots qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. Et j'ai dit à la petite fille, mais parce que on doit pas dire ce mot-là. Il faut pas parler comme ça. Le problème aussi, c'est que la société, notre société dans laquelle on a grandi, nous, à notre époque, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé par rapport au discours, parce que là, c'est vrai que j'ai engueulé un petit. Si ses parents étaient arrivés, ils vont dire, t'es pas sa mère, pourquoi tu cries dessus? Voilà. Ça, c'est une parole aussi que les enfants, maintenant, ils ont tendance à dire. Tu cries de quoi? T'es pas mon père, t'es pas ma mère. Voilà où ça a commencé à dégénérer. Parce que quand nous, on a grandi à la tribu, peu importe le vieux qui nous engueulait, on fermait notre bouche. Et puis on écoutait. Parce que la personne, elle était plus âgée que nous, parce que c'était un tonton, parce que c'était un cousin. On ne disait pas comme ça ouvertement, mais t'es pas mon père, tu cries de quoi? Ou t'es pas ma mère. L'autorité, elle était partagée. L'autorité, elle était partagée. Et puis c'était ça, vraiment, la vie où on était en communauté. Enfin, l'autorité, la responsabilité de l'enfant. Voilà. Maintenant, voilà, à vouloir dire, t'es pas mon père, ou ne l'engueule pas, c'est pas ton fils, c'est pas ta fille, on a toutes les dérives. Pourtant, on parle de communauté à la tribu. La tribu, c'est les familles, c'est les proches, donc toi, qui vis à la tribu, tu n'autorises pas quelqu'un de ta tribu à crier sur ton enfant parce qu'il fait une bêtise. Après, l'enfant, il sort, il est dans la société. On va dire que la tribu, c'est une petite société, puis après, il découvre la grande société. Donc, s'il n'est pas bloqué avant, comment il va réagir après? Il y a des règles. Voilà, les règles à suivre. Règles en tribu, puis les règles à l'extérieur. Comment il va faire? Enfin, ça devient un peu dangereux parce que, oui, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et puis dire des gros mots, et puis salir partout, et puis, voilà, être irrespectueux, ça devient banal. Et les gens, je pense que les gens ici, ils osent plus dire. Ce sont des nouvelles générations qui grandissent avec, on va pas dire leurs propres règles, mais en tout cas d'autres règles. Voilà, d'autres règles que nous, que moi personnellement, je trouve des fois à côté de la plaque. C'est les enfants ou c'est les parents là qui sont. Je pense que les enfants, comme on a dit tout à l'heure, les enfants, ils demandent rien. Ils arrivent, ils sont petits, c'est à toi de les éduquer, c'est à toi de leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Déjà, juste dire bonjour. On commence par là. Dire bonjour, merci. Ça, c'est pas la société qui va apprendre ça à ton enfant, c'est toi. Donc, oui, ça part de la maison. Et puis, par contre, il y a un phénomène qui est grave quand même ici chez nous, là. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes parents. Donc, des jeunes parents qui n'ont pas fini de faire leur éducation et qui se retrouvent responsables normalement d'un autre enfant. Donc, si eux-mêmes à la base ce sont encore des enfants qui n'ont pas fini de vivre, qui n'ont pas fini de découvrir, comment est-ce qu'ils peuvent aller s'occuper d'une nouvelle vie? Ce ne sont pas tous les jeunes parents, mais la majorité, il faut dire ce qu'il y a, la majorité des jeunes parents, ils délèguent le travail. Mais alors on parlait des enfants métis tout à l'heure, mais il n'y a pas que les enfants métis qui ont un manque de repères. Il y a ce genre aussi d'enfants-là, qui se voient propulsés chez les grands-parents, ou chez un tel ou chez un tel. Et puis les parents, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? Ils n'en transmettent rien pour se construire. Voilà. Donc, pas rien, oui. C'est pas rien, mais c'est comment un enfant, il peut se construire en sachant que, ok, il a des parents et puis il vit dans une autre maison. Enfin, moi, je dis ça, mais j'ai grandi comme ça. Moi, j'avais, mon père et ma mère se sont séparés quand on était jeunes avec mes frères et ma sœur, là. Mais notre grand-mère nous a récupérés à la tribu avec mon grand-père. Donc, eux, ils nous ont fait notre éducation. Mais ça veut pas dire que notre mère, elle nous avait lâchés pour autant. Notre mère, elle était là. On avait toujours des liens avec notre père. Et puis,
on savait qui était notre mère. Les choses étaient claires. Oui, c'était clair. Bien posées, ils ont bien communiqué avec Voilà, vous. c'était les relations. Et ma grand-mère, dans son discours, à chaque fois, parce que c'est sûr que quand on grandit comme ça, avec nos grands-parents, parfois, enfin, surtout moi, je vais pas parler de mes frères et sœurs, mais moi, j'avais parfois des relations conflictuelles avec ma mère. Mais ma grand-mère a toujours tenu le même discours. Vous avez qu'une seule maman. Qu'elle fait quelque chose de bien ou qu'elle fasse quelque chose de mal, pardon, faut toujours aller la voir, toujours lui demander pardon. Elle, notre grand-mère, elle est restée sur cette même. Et donc, c'était clair. Elle était notre grand-mère et on avait notre mère et on avait notre père à côté. Dans l'éducation. C'est dans l'éducation. Et puis, voilà, on parle des grossièretés, on parle, nos grands-parents, ils disaient pas de gros mots, hein, à la maison. Enfin, si, à part notre grand-mère, quand elle était en colère, mais là, ça fusait de tous les côtés, mais pas gratuitement. C'est pas, nous, on n'entendait pas ça à la maison. Donc, voilà, c'est le cadre, hein, c'est le cadre. Donc après, le fait de banaliser certaines choses, ben, je trouve que pour nous, c'est pas très bien. Mais je pense que c'est pour toutes les sociétés. J'ai l'habitude de dire, pardon, j'ai l'habitude de dire que bientôt notre pays, ça va devenir Sodome et Gomorrhe. Oui, on fait n'importe quoi. Il n'y a plus de limites. Oui, il y a de moins en moins de limites. Voilà. Et les gens, ils se permettent de faire des choses. Je vais prendre un exemple là encore. Mon drapeau a des jambes. La personne qui passe. Oui, qui fait le tour du pays voilà, avec le drapeau kanaki. Avec le drapeau kanaki. Pardon, j'ai rien contre cette personne qui s'appelle Alex. Bien, oui. C'est une bonne démarche qu'il a faite. Mais là où ça me titille le cerveau, là, je vois tous les gens qui se prennent en photo avec lui, qui sont fiers, parce que c'est vrai que cette personne-là marche avec notre drapeau. Oui, mais cette personne, elle marche avec notre drapeau pour ramasser les saletés aussi que nous-mêmes, nous avons jetées sur la route. Je veux dire, et les gens, ils vont se prendre en photo avec lui. J'ai dit, mais il cogite que derrière lui, il est en train de ramasser les saletés qu'on jette tout le long de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans notre propre pays et que c'est quelqu'un, pardon, je sais pas, il est de où, ce monsieur Alex, là, mais c'est encore quelqu'un d'ailleurs qui va venir nous montrer quel geste on doit faire. Et puis nous, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre notre appareil, notre téléphone, puis de se prendre en photo avec lui. Non, jamais tu cogites. Prends un sac, puis va ramasser les saletés. Ça, peut-être, c'est une première démarche. Il faut, des fois, je dis, le raisonnement de certains, enfin, ça colle pas peut-être avec ce que moi je pense. C'était la première partie de l'interview de Noëlla Pouemat, autrice kanak, professeure de français au collège de Tieta à Vaud et présidente de l'association Poa-Boa-Vitila. Vous pourrez réécouter cette première partie d'interview sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Dans cette première partie, Noëlla Pouemat nous a parlé de son métissage, de son identité, de son enfance à la tribu de Bako, de son écriture, ses inspirations, les thèmes qu'elle aborde dans ses œuvres en rapport avec son expérience, son environnement et les mots qui touchent notre société. La seconde partie de l'interview de Noëlla Pouemat, ce sera dans 15 jours, toujours sur Jido à 13h30. Et là, il sera question du traitement des violences à l'égard des femmes, de réforme du système éducatif et du sens de l'engagement. À bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.